bienvenue pour ce 5e live d'Elpha Conseil, qui aujourd'hui aura pour thème l'ISR immobilier. Et pour ce nouveau thème, je suis hyper content de recevoir Virginie Valu de La Française, qui est directrice de la recherche et de l'ISR immobilier, et Thomas Rochefort d'Etiquette, qui est associé et fondateur. Donc, je vais les laisser se présenter tout de suite, et puis après, on va rentrer les deux pieds dans le sujet avec leur expertise respective. Donc, Virginie, je te donne la parole, la première, pour te présenter. Merci Antoine et bonjour. Donc, je suis Virginie Valu, directrice de la recherche et de l'ISR immobilier du groupe La Française. La Française, c'est une société de gestion. Nous gérons 57 milliards, dont la moitié en immobilier. Et sur notre encours immobilier, la moitié à destination du grand public et l'autre moitié à destination des investisseurs institutionnels. Ce qui est important, puisque les investisseurs institutionnels, historiquement, ils ont une maturité par rapport à tous ces sujets ESG, ISR, un peu plus élevée que l'investisseur particulier. En tout cas, ils s'y sont intéressés en premier. Ok. Eh ben, on va creuser ça. Et donc, Thomas, je te laisse aussi te présenter. Etiquette, l'un des chantres de l'ISR en France. Donc, merci. Donc, oui, je suis Thomas Rochefort. Avec mes deux associés Arnaud de Wachter et Cédric Nicard, on a fondé Etiquette en 2000. Alors, on a commencé en 2019, mais en 2020, on a commencé en même temps que l'émergence du label ISR. On s'est rencontrés d'ailleurs tous les trois en participant au groupe de travail qui a rédigé le référentiel du label ISR. On a aussi eu la chance de croiser Virginie, mais qui est restée chez La Française pour le bonheur de La Française. Et donc, on a monté Etiquette, qui est un cabinet d'expertise sur l'ISR immobilier, c'est-à-dire comment on applique les enjeux de l'extra-financier sur une dimension immobilière. Et la grosse différence qui n'existait pas avant, c'est qu'on raisonne au niveau d'un patrimoine immobilier, ce qui est très, très différent d'un point de vue d'organisation par rapport à ce qu'on connaît depuis longtemps dans le métier, qui est sur un actif, sur un immeuble. Là, on va vraiment essayer de raisonner sur une notion stratégie et organisationnelle pour prendre en compte l'extra-financier sur un patrimoine donc immobilier. Ok, Etiquette, vous accompagnez les investisseurs sur leur stratégie ISR. Exactement. Etiquette, on accompagne. Alors aujourd'hui, ça s'élargit, c'est les acteurs de l'immobilier sur les stratégies extra-financières, c'est-à-dire comment on prend en compte les enjeux extra-financiers, et même on intervient en amont, et c'est là que c'est vraiment à la fois très intéressant et très important. Quels sont les enjeux qu'on va prendre en compte, les enjeux extra-financiers? Car aujourd'hui, l'ISR immobilier, c'est tellement nouveau que la simple question quels enjeux on va prendre en compte, quels enjeux on sait mesurer, quels indicateurs peut-on mettre en place, c'est déjà en soi une décision stratégique et importante qui va définir tout le reste de la déclinaison de cette stratégie. Et donc aujourd'hui, au départ, et d'ailleurs ça reste quand même, la plupart de nos clients sont des sociétés de gestion qui mettent en place cette ISR, mais c'est désormais un sujet très large dans l'immobilier, donc on accompagne les acteurs de l'immobilier, ça peut être des promoteurs, ça peut être des foncières, pour prendre en compte ces enjeux extra-financiers. Alors, je reviens à la base, je prends mon petit papier pour lire. Donc, l'ISR, c'est les placements qui visent à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable, quel que soit leur secteur d'activité. Autant dire que le profane que je suis n'a rien compris. Donc, aujourd'hui, on va s'attacher à faire un peu l'ISR pour les nuls, enfin l'ISR immobilier, on y reviendra, pour les nuls. On va considérer qu'on parle qu'avec des collégiens, des élèves de collège, pour être sûr que tout le monde comprenne bien, et moi le premier. Donc du coup, je pense qu'on va dire question bateau. C'est quoi l'ISR? Alors, on parle d'ESG, on parle d'ISR, c'est la même chose, c'est pas la même chose. Virginie, toi qui... Alors, je pense qu'il faut partir de l'ESG. L'ESG, c'est... alors, souvent, on parle des critères ESG, donc ce sont les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Et quand on prend ces critères dans les stratégies de gestion, dans les stratégies d'investissement, on a une gestion ISR, c'est-à-dire investissement socialement responsable. Finalement, l'investissement socialement responsable, c'est de prendre en compte de manière systématique ces critères ESG. D'accord, donc les critères c'est ESG et l'appellation générique, c'est du coup ISR. On est, voilà. Ok. Exactement. Okay. Alors, si je puis me permettre, je vais le prendre moi, justement dans l'autre sens complètement, en partant plusieurs acronymes ou définitions, mais on va partir du développement durable. Le développement durable, c'est un terme qui existe depuis les années 80 et c'est prendre en compte des dimensions qui ne sont pas que économiques ou financières.
Et donc, c'est y compris prendre en compte l'environnement et le social, le développement durable. En fait, quand ce développement durable il est intégré dans une démarche d'entreprise, dans une activité économique privée, donc une entreprise, on appelle ça aujourd'hui la RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. C'est prendre en compte l'extra-financier, y compris dans une activité économique. Et quand cette activité en particulier, c'est celle de gérer de l'investissement pour compte de tiers, et c'est le cas, même si c'est assez invisible pour nous, mais c'est le cas pour les banques et les assurances, donc quelque chose qu'on utilise tous les jours. Les banques et les assurances, on leur confie de l'argent d'une manière ou d'une autre, et elles gèrent cet argent. C'est parfois plus direct quand ce sont des sociétés de gestion, et donc on confie notre argent spécifiquement pour être investi selon une stratégie bien définie. Alors, quand dans ce métier-là, on prend en compte les enjeux extra-financiers, là, ça s'appelle de l'ISR, investissement socialement responsable. Et peut-être qu'on va y revenir, mais comme tu as lu la définition de l'ISR aujourd'hui communément admise, on voit que l'immobilier n'est pas encore dedans. Donc, on va en parler. L'ISR immobilier, c'est très, très nouveau. Mais l'ISR de manière générale, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps. Et une des manières de faire cet ISR, c'est l'ESG, c'est-à-dire de donner des critères, des notes, des éléments quantifiés pour analyser l'extra-financier. Et donc, au même titre que pour les performances financières, on a des chiffres et on les compare les uns aux autres, là, on va avoir des chiffres extra-financiers et on va comparer des performances et des évaluations. Et ça, c'est l'ESG. Donc, on part du développement durable, on arrive sur la RSE quand on est dans l'entreprise économique privée, puisque le développement durable, c'est aussi un enjeu des entités publiques. Donc, je scinde ce qui est public, ce qui est du privé, donc RSE. Quand ce métier, c'est la gestion de l'investissement, on parle d'ISR. Et une des manières, et aujourd'hui la manière la plus répandue et la plus pertinente de faire de l'ISR, c'est d'utiliser l'ESG. Et il se trouve que l'ESG, c'est la manière dont on applique l'ISR immobilier. Donc voilà pour faire un peu le point sur les acronymes. Ok. Et alors, du coup, si je prends effectivement donc l'ISR avec les critères ESG, pour un fonds chez la Française, comment est-ce qu'on applique ces critères ESG? C'est-à-dire, sur quoi on investit chez la Française dans le cadre d'un fonds ISR? Alors, c'est là où ça devient un peu compliqué, puisque, comme a commencé à l'expliquer Thomas, en fait, les démarches ISR, elles peuvent être multiples. Donc, en fait, on va adapter notre politique ISR ou nos critères ESG à chaque fonds, à la thématique du fonds. Ça va dépendre de la typologie d'actifs. Il est évident qu'on ne va pas traiter d'un point de vue extra-financier de la même façon un fonds qui investit dans des bureaux à la Défense qu'un fonds qui investit dans du résidentiel ou un fonds viager même qui investit dans toute la France. Donc le rôle de la société de gestion, c'est bien d'adapter la prise en compte de ces critères ESG pour chaque fonds. Puisque l'ISR, comme dit Thomas, c'est quand même un critère extrêmement... l'ISR immobilier, c'est une matière nouvelle et il appartient à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice pour expliquer ce qu'il veut faire. Donc nous, par exemple, sur les entreprises, sur nos fonds d'immobilier tertiaire, c'est-à-dire principalement investis en bureaux et en commerce, on va avoir bien évidemment un fort souci environnemental, c'est-à-dire comment je vais réduire au maximum mes externalités, c'est-à-dire comment je vais réduire la pollution et contribuer, enfin pour faire très simple. Oui, bien sûr, c'est le but. Voilà, concrètement, comment je vais réduire la pollution liée à l'utilisation de mes immeubles. Mais je vais aussi avoir un fort souci ou des efforts notables sur le côté S, c'est-à-dire comment je replace l'utilisateur au centre de mon attention et comment je m'assure que mon immeuble réponde bien aux besoins et aux nouveaux besoins, aux nouveaux usages des occupants de ces immeubles. Parce que le S, c'est sociétal, c'est ça? Exactement, c'est le S. Et puis le G, c'est la gouvernance. Et là, moi, société de gestion, je vais m'assurer d'embarquer l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire que sur un immeuble, je le gère, mais je ne peux atteindre des résultats, enfin, je ne peux augmenter mes résultats en embarquant avec moi ceux qu'ils gèrent au quotidien, c'est-à-dire mes property managers, et puis surtout mes locataires, puisqu'encore une fois, moi, je suis propriétaire de la coque, mais c'est bien l'utilisateur qui utilise tous les jours son bâtiment.
Ok. Et là-dessus, toi, Thomas, donc j'imagine, enfin, tu accompagnes des gens comme la Française, j'imagine, dans cette diffusion. Et concrètement, si, enfin, là, j'ai compris effectivement avec Virginie le principe global, effectivement, d'essayer d'avoir des critères sur l'environnement, sur le sociétal, sur la gouvernance. Et si on essaye d'avoir des exemples, par exemple, enfin, des exemples, par exemple, ça ne se dit pas, mais des exemples, comment dire, d'actions concrètes sur ces critères. Toi, par exemple, tu pourrais donner quelques exemples pour vraiment qu'on puisse Bien sûr, concrètement toucher du doigt ce que c'est bien le sûr. E, le S, le G. Oui, tout à fait. Alors, je vais pas faire. Enfin, peut-être qu'on fera une liste exhaustive, mais euh, bien comprendre que l'ESG, on va mesurer une stratégie. Et donc, il faut définir cette stratégie. D'accord. Ah oui. Et par exemple, quand on va faire un fonds qui est un fonds d'immobilier de santé, c'est quelque chose qui existe pas mal en ce moment, on va aller mesurer des critères ou des éléments qui sont complètement différents qu'un fonds qui va être un fonds. Là, on prend un fonds bureau qui est grosso modo assez classique dans les fonds d'investissement immobilier. Un fonds bureau, on va évidemment pas du tout avoir les mêmes critères que si on est sur un fonds santé. Donc, par exemple, sur un fonds santé, on peut aller chercher des critères de mesure d'impact sociétal que sont quelle est la densité de services médicaux dans la région, c'est-à-dire qu'on va essayer plutôt d'aller offrir des services médicaux là où il y en a le plus besoin, parce que vous savez qu'en France, il y a un enjeu de déserts médicaux. Donc là, en tant que pourvoyeur, un fonds immobilier pourvoyeur de services et de ressources pour le secteur de la santé, on va plutôt essayer d'aller inciter, de mettre des moyens là où il y en a le plus besoin. On va parler de services rendus dans le parcours client de santé ou voilà, de choses comme ça. Donc on va essayer d'aller chercher des indicateurs qui correspondent aux besoins de la stratégie qui est mise en avant. Et de l'autre côté, évidemment, c'est des critères qui n'ont absolument aucun sens si on raisonne sur des bureaux en Ile-de-France. En bureau en Ile-de-France, on va être sur des choses un peu plus tracées, un peu plus classiques. Et donc, évidemment, sur l'aspect environnemental, on va avoir un peu une prime sur tout de même la performance énergétique qui est quand même un incontournable. Oui, parce que celle-là, elle peut être transverse à un peu tous les Elle est typologies. transverse et elle est même imposée dans le cadre du label parce que, rappelons-le ici, en France, le bâtiment, c'est à peu près 45% des consommations énergétiques et à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, les efforts de la France pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre doivent passer par le bâtiment. Donc, c'est un incontournable si on se veut socialement responsable que de mesurer et d'optimiser ça. Mais il faut aller plus loin, il ne faut pas se limiter à ça. Donc, sur le bureau, on peut aussi aller chercher comment on contribue à préserver la biodiversité, comment on gère, on optimise les consommations d'eau. Et ensuite, on va aller chercher d'autres critères. Mais donc, concrètement, je voudrais rebondir sur concrètement, par exemple, nous, sur les immeubles bureaux, on a modifié les sources d'énergie, c'est-à-dire qu'on est parti, on a signé des partenariats avec des fournisseurs d'énergie renouvelable, donc là-dessus, tu as un impact direct sur la réduction de tes émissions de CO2. Et sur le fonds santé, on en a lancé un qu'on est en train de labelliser. Là, concrètement, on va aller regarder sur les EHPAD notamment si l'opérateur a plus de chambres doubles que de chambres simples. Donc, tu vois, c'est des trucs très concrets et qui, effectivement, ne sont pas du tout duplicables. Bien sûr, oui. La chambre double en bureau, elle est plus difficile à avoir. Plus incongru, en tout cas. Ça. Alors, si j'ai bien compris, du coup, par fonds, on monte sa stratégie. On veut labelliser un fonds ISR, donc on monte sa stratégie via ces critères ESG. Et même chez la Française, vous pouvez avoir X fonds ISR qui n'ont pas les mêmes critères entre eux pour être labellisés. D'accord. On fixe des objectifs. D'accord. Et ça veut dire qu'il y a un barème de notation qui permet d'être sûr que chaque fonds en fait a atteint un stade minimum, un minimum. Nous, on fait chez Delpha Conseil, on fait pas mal d'hôtellerie. Il y a les grilles de classement d'étoiles, et puis on sait qu'il y a un nombre de points imposés à avoir, mais avec des options, etc. C'est un peu le même système sur justement non, parce que comme l'ISR immobilier est tout nouveau et comme les critères sont très spécifiques en fonction de la stratégie, il n'existe pas aujourd'hui de comparable national ou international, de ce qu'on appelle du benchmark. Donc, on ne peut pas se comparer aux autres sur la grille qu'on a. Mais tu as une grille de critères, tu as des critères prédéfinis quand même à l'avance? Eh ben non. Ou alors tu choisis toi-même, tu inventes un critère en fait, potentiellement? Alors, oui, tu peux les inventer.
Encore une fois, il y a quelques incontournables qu'on connaît Ouais. tous, donc les consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d'eau, par exemple. La proximité avec les transports en commun, c'est quelque chose qui s'impose sur tous les fonds aujourd'hui, ou quasiment tous les fonds. Mais le reste, donc tu as quelques critères qui sont communs, puis le reste, ça va dépendre de ta stratégie. Et donc, oui, c'est toi qui crées les indicateurs qui correspondent à ta stratégie. Alors, pour vraiment comprendre ce que c'est, il faut savoir que quand on a rédigé le référentiel, puisque ce référentiel, ce label ISR, c'est une marque d'État, d'accord? Donc c'est un décret ministériel qui donne. Mon nom n'est pas sur le label, hein, voilà, et les autres non plus. Tous ceux qui ont participé. Il y a royalties à chaque fois qu'on cite ISR. Pas du tout. C'est ça. Pas du tout. C'est un travail de place. Donc ce sont des professionnels du marché convaincus par la nécessité de cadrer et de faire émerger les meilleures pratiques du marché dans le sens de l'intérêt général, qui se sont réunis et qui ont proposé ça au ministère, à la direction du Trésor en l'occurrence, qui a fait émerger ce label par un décret ministériel. Donc, il a fallu qu'on aille expliquer aux autorités, alors à la fois à la direction du Trésor, mais aussi à l'autorité des marchés financiers, qui est quand même le gendarme de la bourse, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais qui est l'autorité qui contrôle l'activité des sociétés de gestion et de plus généralement les investissements pour compte de tiers. Et on a été beaucoup challengés sur cette définition de la stratégie ISR qui puisse être différente d'un fonds à l'autre. Et il a fallu leur expliquer pourquoi c'était absolument nécessaire. Et donc, on leur a cité plusieurs exemples en disant, mais si on fait un fonds santé ou si on fait un fonds redynamisation des centres-villes, on ne peut pas utiliser les mêmes grilles et les mêmes critères que le bureau. Donc, ça a été, il y a eu un vrai échange là-dessus, mais on a réussi à les convaincre. Et le résultat, c'est que la mesure de performance et l'engagement qui est pris, il n'est pas par rapport aux autres fonds ou par rapport au challenge. Il est par rapport aux indicateurs qu'on a nous-mêmes créés pour chaque fonds. Et là-dessus, l'engagement, c'est l'engagement d'une progression continue. Ah bah ouais, il faut le dire dès le départ, ça. Et du coup, cette progression continue, c'est une fois qu'on a défini ces différentes grilles, certes, elles sont spécifiques à ce fonds, mais comme elles sont spécifiques à ce fonds, l'engagement du fonds, c'est de faire progresser la note et de faire progresser les externalités. Et donc, c'est là que l'engagement fort du fonds, il est pris. Donc, ce n'est pas une question de se comparer. Je crois que c'est primordial, effectivement, de bien comprendre que c'est un critère où on a un engagement évolutif. On s'oblige à améliorer son patrimoine. Et donc, du coup, par digression, ça veut dire qu'on peut intégrer dans un fonds ISR un immeuble qui est à la base pas très vertueux sur ces critères ESG. C'est même recommandé, j'allais dire. En fait, ce label, effectivement, à sa conception, il a été créé pour adresser le parc existant. En fait, concrètement, le parc neuf, la construction neuve, il y a des règles assez strictes qui font qu'elle est à 99% ou 98% vertueuse. Et que donc, l'effort des sociétés de gestion pour parvenir à la stratégie nationale bas carbone, on va dire, de la France, ne doit pas porter sur la construction neuve, mais bien sur le parc existant. Or là, la réglementation est assez légère, on va dire, et donc c'est bien une démarche volontaire de la société de gestion qui dit j'audite mon patrimoine, je regarde ce que je vais avoir dans le fonds, et je regarde quels sont les leviers d'action pour l'améliorer, et je mets tout ça dans une grille que je vais communiquer aux investisseurs de manière assez transparente sur ma démarche et mon engagement. Mais mon engagement, c'est bien celui, effectivement, de faire progresser mes actifs les moins vertueux. Okay. Et à contrario, du coup, tu peux intégrer l'immobilier neuf dans un fonds ISR. Parce que pour le faire progresser, aujourd'hui, tu achètes un immeuble de bureau qui a des critères, qui est à la Défense, donc au niveau transport public, il est quand même bien placé. Les critères de gouvernance, j'imagine que c'est plutôt, il y a quand même un gros côté administratif et donc du coup qui est moins lié au bâti en lui-même. Les immeubles qui sont construits maintenant, ne serait-ce qu'avec la RE 2020, etc., ils vont être assez vertueux. Du coup, pour le faire progresser, soit ça va être des sommes énormes pour avoir des gains minuscules, soit tu ne vas pas pouvoir le faire progresser, ou alors, du coup, cela, comment tu les intègres dans cette démarche de progression? Alors, c'est technique. Je te laisse la partie technique. Alors, l'ISR immobilier, il se raisonne du coup au niveau d'un patrimoine. Et donc, au niveau de ce patrimoine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une note, on va définir la stratégie. On va créer des critères ESG qui vont aboutir à une grille d'analyse
Cette grille d'analyse, elle est symbolisée par une note, qui est une note, alors par convention, on la met sur 100. D'accord ? Donc, on a une note sur 100. Tous les actifs du fonds sont notés selon la même analyse, puisque ça correspond à la stratégie. Et du coup, l'engagement progressif ou les jalons qu'on se donne, c'est de dire on va faire progresser la partie des actifs de ce fonds-là qui sont les moins performants. Et puis, il y a un système, une petite mécanique, et effectivement, c'est un tout petit peu technique, qui fait que, grosso modo, tous les 3 ans, on refait l'exercice de réévaluer quelle est la partie de mes actifs qui sont les moins performants et comment, eux, je les fais reprogresser. Donc, on est vraiment dans une démarche par itération de progression continue. Mais du fond. Voilà, au niveau du fonds. Et c'est pour ça que les actifs qui sont très bons, ils sont au niveau du fonds, ils sont considérés comme déjà bons, et l'engagement de progression, il n'est pas sur ces actifs-là. Alors, évidemment, l'objectif, c'est quand même de faire progresser ce qu'on peut faire progresser. Mais l'engagement ferme, et c'est-à-dire là où le fonds peut perdre le label, c'est s'il n'arrive pas à faire progresser la partie la moins performante de son patrimoine. Il existe quand même une possibilité, alors désolé, là on rentre un tout petit peu dans le technique, mais si jamais tous les actifs sont très bons, alors le fonds doit justifier que ces actifs sont vraiment bons, et cette fois, il doit le justifier sur des indicateurs nationaux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se satisfaire juste de dire « Regardez, j'ai des super notes ». Si jamais son patrimoine est déjà au-dessus de cette notion de progression, alors c'est lui qui doit dire « Regardez, je suis au-dessus parce que je peux me comparer là à des indicateurs qui sont nationaux, qui sont externes au fonds ». Et puis, dans cette notion d'actif déjà très vertueux, il ne faut pas encore une fois oublier l'utilisation qu'en fait le locataire. Et là-dessus, on peut toujours optimiser l'exploitation et optimiser l'utilisation, faire des ateliers pédagogiques. Enfin, la pédagogie est très importante sur ces actifs. Et du coup, en fait, alors là, on est vraiment au tout début de ce label et de cette historique, mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête quand on se projette un petit peu, c'est que cet actif qui est très performant, les fonds immobiliers, on est sur des durées qui sont très très longues, et donc dans 10 ans, lui, il aura besoin d'une progression. Et donc, intégrer cette démarche ISR au niveau d'un patrimoine, au niveau d'une société de gestion, au niveau d'un parc immobilier, ça veut dire, ok, cet actif-là, aujourd'hui, il est performant, mais je commence déjà à me poser la question comment, à moyen long terme, alors la définition du moyen et du long terme est très différente selon les stratégies, mais dès maintenant, je me pose la question comment, à moyen et à long terme, je vais réussir à encore améliorer les performances extra-financières. Et donc, tout l'enjeu de la bonne articulation, c'est de trouver une grille ESG qui corresponde effectivement à la stratégie et aux enjeux extra-financiers. Et mais du coup, enfin, excuse-moi. Oui, non, c'était pas prévu qu'on rentre. Non, mais je me dis, non, mais c'est hyper intéressant parce que, enfin, pour moi, ça éclaircit plein de trucs, mais si on avait parlé avant, bien entendu. Mais c'est-à-dire qu'un fonds qui est hyper opportuniste, si je vous écoute, il est jamais ISR du coup. Parce que. Qu'est-ce que tu un fonds par un fonds hyper opportuniste qui va revendre très vite, quoi. Je veux dire, qui va avoir une durée de détention très courte. Il va même pas s'inscrire dans une démarche de progression sur les critères ESG de son actif parce qu'il va le revendre très vite. Alors là, on revient sur un problème de définition d'échelle de temps, parce que dans l'immobilier, on est sur une échelle de temps qui est très très différente. Donc, y compris nous, dans l'immobilier, on considère que vendre moins de 5 ans, c'est déjà du très court terme et c'est déjà du opportuniste. C'est pas ça, oui. Oui, mais 5 ans, en fait, c'est quand même déjà assez long et tu as le temps de mettre quelque chose en place en 5 ans. Et en plus, ces fonds qui sont opportunistes, une grande majorité intègrent de la restructuration ou au moins de la rénovation qui permettent de créer une valeur ajoutée. Et donc, en fait, les fonds qui ont cette stratégie de rénovation, au contraire, ils ont encore plus de leviers en main pour faire une rénovation qui soit plus orientée. Donc, on ne peut pas généraliser sur les fonds qu'on appelle opportunistes parce qu'il y a cette notion d'échelle de temps, elle peut être très variable. L'immobilier est quand même un métier du temps long. Et donc, du coup, 5 ans pour nous, c'est déjà du court terme, alors qu'il y a d'autres métiers sur lesquels 5 ans, c'est vraiment de la stratégie long terme à 5 ans. Donc, on ne peut pas généraliser, je pense. Et alors, il y avait une question qui a été posée sur le live, là, mais j'avais la même, c'est, du coup, Virginie, tu vas voir qui pour avoir ton label ? Tu te l'auto-octroies ou alors il y a un organisme qui vient estampiller, c'est bon
Non, le fonds value et estampillé ISR? C'est la force du label, c'est que tu dois faire appel à un auditeur externe. Évidemment, tu ne peux pas t'auto-proclamer label ISR. Okay. Et c'est justement toute la différence, la rupture avec ce qui existait avant, où chacun s'auto-proclamait durable, etc. Alors, sans vraiment montrer ce qu'il y avait derrière. Là, le label ISR, pour moi, c'est le principal apport, c'est une obligation de transparence, une obligation de collecter de la donnée, une obligation de suivre les indicateurs dans le temps et bien de suivre les mêmes indicateurs plutôt que des indicateurs qui seraient fournis chaque année différents parce que pour différentes raisons. Et donc, pour répondre à ta question, non, je vais voir un organisme externe. En l'occurrence, il y en a 3 en France qu'on peut citer, AFNOR, Deloitte et EY. Nous, on a choisi AFNOR, mais on aurait très bien pu prendre l'un ou l'autre. Et le rôle de l'auditeur est très important, puisque, comme on l'a expliqué, chaque société de gestion va définir sa stratégie, va définir sa matrice d'évaluation. L'auditeur est là pour confirmer ou pour affirmer que nos ambitions sont suffisamment importantes. Oui, d'accord. Okay. Ouais, je rajoute, j'abonde en disant que c'est bien un label d'État, c'est un décret ministériel, c'est un label d'État. Et du coup, l'État est très soucieux de faire en sorte que ce label ait une vraie valeur et qu'il ne soit pas dévalorisé, qu'il ne soit pas rabaissé ou qu'il ne soit pas discrédité. Et du coup, les certificateurs doivent être accrédités par un organisme public qui s'appelle la COFRAC, le Comité français d'accréditation. Et c'est pour ça qu'il n'y a que 3 organismes aujourd'hui qui peuvent délivrer le label ISR. Voilà, donc on les a cités. Et ce certificateur, il va venir vérifier. Donc il y a tout un tas d'éléments à venir vérifier. Nous, ce qu'on aime bien dire pour résumer le rôle du certificateur et la philosophie de tout ce label, c'est que, étant donné que chaque fonds va choisir un peu sa stratégie et que c'est difficile, puisqu'on a peu de recul, de dire ça c'est une bonne ou une mauvaise stratégie, ce que le certificateur vraiment vient valider, c'est que le fonds, il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il est obligé d'annoncer quels sont ses objectifs et comment il va mesurer sa performance. Et du coup, il est obligé de donner des indicateurs fiables sur cette mesure de performance. Dans ce cadre-là, ça fait que l'investisseur, c'est lui qui choisit si c'est une bonne ou une mauvaise stratégie, parce qu'il sait la stratégie choisie par ce fonds. Et le certificateur, il vient bien dire, oui, ce fonds-là, il affirme qu'il fait de la santé et qu'il va, dans les EHPAD, valoriser le confort individuel. Ben, s'il a le label ISR, ça veut dire que s'il affirme ça dans son discours, alors il le fait. Oui, quelqu'un va vérifier qu'il le fait bien. Exactement. Ouais, et cet audit, c'est chaque année, et c'est vraiment un auditeur indépendant, et il y a vraiment un risque de perdre le label s'il y a à un moment ou un autre une discontinuité ou une incohérence entre les mesures, les indicateurs d'impact et la stratégie qui est annoncée à l'investisseur. Donc, la vraie différence du label ISR, c'est que lorsqu'un fonds a le label ISR, on peut être confiant sur le fait que la stratégie annoncée est respectée. Après, à charge pour chaque investisseur de choisir si c'est la stratégie qui lui convient. Ok, bon là, je vous ai essayé de me mettre en zone de confort. Pas que question pénible. Tout au début, tu as dit que les institutionnels étaient précurseurs. En fait, dans ma tête, je me suis dit, normal, parce que ça coûte plus cher. Donc, vu qu'ils ont peut-être des recherches moins de rentabilité, finalement, ils peuvent se permettre d'être précurseurs. Du coup, la question sous-jacente, c'est ça coûte concrètement plus cher d'avoir un fonds ISR, enfin plus cher, donc avoir une moins bonne rentabilité si on veut prendre du côté de l'investisseur, ou pas, ou alors je pense qu'on a une. Je vais faire filer des chiffres là. Voilà, je pense que c'est. D'abord, on a du recul. Et je pense qu'on a une bonne période, notamment parce que la réglementation se resserre énormément. C'est-à-dire qu'avant, ce discours face au coût, il est finalement un problème de temporalité. C'est-à-dire que les coûts que je vais supporter maintenant, ils vont avoir des impacts sur la valorisation de mon actif dans le temps. Or, avant, j'allais dire, tous les dommages possibles sur mes actifs, si je ne menais pas ces actions, étaient assez lointains, à horizon 20-30 ans. Là, on est sur un horizon beaucoup plus resserré en termes d'immobilier. Les premiers dommages auront lieu en 2030. Et toutes les stratégies, en tout cas tous nos efforts chez nous à la Française,
porte sur le fait d'anticiper suffisamment et d'intégrer bien ces préoccupations ESG dans la vie et dans la gestion quotidienne de l'actif pour que justement ça n'obère pas trop le rendement financier qu'on distribue. Donc sur le fond, là où on a un an de recul sur LF Grand Paris Patrimoine qui a obtenu le label il y a un an, on a mené une première année de plan d'action. On arrive avec un rendement annuel identique. Finalement, c'est parce qu'un actif, on le gère, on prévoit toujours des travaux, des budgets. Donc c'est juste une allocation vers une problématique ESG un peu plus poussée, où on va détériorer notre rendement annuel de quelques points de base, c'est quasiment $1. En revanche, à long terme, on sait qu'on va le retrouver. Et à long terme, on arrive à même au contraire, c'est-à-dire qu'on sait très bien que des sociétés de gestion qui ne prendraient pas en compte ces préoccupations vont voir la valorisation de leurs actifs nettement réduire. Je finirai par un exemple que moi je trouve assez parlant, c'est ces obligations réglementaires, elles viennent de l'Europe. Et donc, chaque pays les traduit de manière nationale. On a comme voisins les Pays-Bas qui ont décidé que les DPE, c'est les diagnostics de performance énergétique, c'est ce que vous voyez sur votre frigidaire aussi. Et ben, on a les mêmes pour nos actifs immobiliers. Les Pays-Bas ont décidé que d'ici 2023, donc, les actifs qui ont un DPE supérieur à C ne seraient ni louables ni vendables. Ce qui veut dire que là, ton actif, il subit une décote. Plus ambitieux que nous, parce que nous, je crois que c'était. On a un peu plus de temps. Mais les DPE ne sont pas calculés de la même façon. C'est sur le logement, mais. C'est pas calculé de la même façon. Donc, oui, l'exemple, c'est qu'à un moment, en fait, tu peux te retrouver avec ce que les Anglais appellent stranded asset, c'est-à-dire un actif échoué, puisqu'il n'a plus aucune utilité. Donc, il y a bien intérêt à avoir anticipé tous ces travaux. Alors, question pour toi. Attends, excuse-moi, parce que du coup, il y a une question. On demande, est-ce que du coup, pour un actif neuf qui serait hyper vertueux, que tu pourrais intégrer dans un fonds ISR, est-ce que du coup, potentiellement, il y a une prime à l'acquisition de cet actif? Parce que du coup, dans ce fonds, tu vas avoir, j'imagine que c'est le sens de l'acquisition, tu vas avoir des actifs sur lesquels tu vas devoir engager des travaux relativement lourds. Si tu as un actif qui ne va pas générer de travaux, est-ce que du coup... tu payes plus cher? Tu peux payer une prime justement au fait que... mais un actif neuf coûte plus cher qu'un actif. À la base. Et effectivement, tes travaux que tu vas faire au sens de l'ISR sur un actif que tu achèterais qui ne serait pas neuf, évidemment que tu as une décote. Enfin, que ces travaux que tu vas effectuer, tu les rentres en moins dans ton prix d'acquisition. Donc oui, tu as une prime sur les actifs neufs très clair. Oui, ou alors tu as une souple, enfin tu as une prime inversée sur les actifs que tu vas devoir rénover finalement. Exactement. Et justement, ça rejoint un petit peu, donc je vais faire le lien entre les deux questions parce que au-delà du DPE ou des choses comme ça, en fait, cette historique de l'extra-financier et des charges, on l'a déjà connu dans d'autres domaines, mais l'exemple, c'est le R22. Alors, ça fait un peu, vieux combattant. Tu commences à travailler. Voilà, ça fait un peu vieux combattant et je ne sais pas si dans nos éditeurs, il y en a beaucoup qui s'en souviennent. Mais en fait, il y a des réglementations qui sont arrivées comme ça, qui n'ont pas été vues par les investisseurs, et donc d'un coup, ah mince, il faut changer ça, et d'un coup les actifs ils ont une décote parce que d'un coup on n'est plus en réglementation, il faut faire les travaux vite, il y a une pression sur le marché, il y a quelque chose. Et là, en fait, sur les fluides frigorigènes, il y a une réglementation qui est arrivée avec de l'interdiction à venir. Ouais, tout à fait. Eh ben, les propriétaires qui ne sont pas dans une démarche ISR n'ont aucune idée des fluides frigorigènes qui sont sur leur patrimoine, parce que c'est quelque chose qui n'est pas regardé par le marché aujourd'hui. Sauf sur un bon AMO qui les conseille. Peut-être. Un bon AME sensibilisé à l'ESG. C'est ça, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, rentrer dans une démarche ISR, c'est rien que avoir cette information, avoir cette visibilité, eh ben, ça permet d'engager les investissements et la maintenance et de la rediriger dans une démarche vertueuse, donc de préserver la valorisation à long terme. Du coup, quand on regarde un actif à acheter et qu'on est dans une démarche ISR, on va intégrer ces investissements qui étaient invisibles lorsqu'on est insensibilisé sur l'ESG. Donc, effectivement, les actifs qui sont, on va dire, moins performants, on va les intégrer dans une démarche d'investissement où on va anticiper les investissements dans le plan d'investissement. Mais l'énorme paradoxe, c'est que quand on est ISR, on les intègre au moment de l'acquisition et on a la visibilité. Quand on n'est pas ISR et qu'on ne regarde pas ça, ces CAPEX, on va les avoir quand même. C'est juste qu'on ne les aura pas anticipés. Et c'est là où c'est une notion de perception dans le temps. L'ISR, nous et la grande majorité de nos clients, parce qu'on les a convaincus ou parce qu'ils étaient convaincus quand ils sont venus nous voir, ont conscience
de cette démarche. Et donc, finalement, c'est vraiment une notion de préserver la valorisation dans le temps, parce que quand on anticipe, encore une fois, l'immobilier, c'est un métier de long terme, quand on anticipe, on le fait mieux. Et du coup, on le fait de manière plus cohérente. Alors là-dessus, tu vois, alors là, cette presque plus discussion de comptoir, mais malgré tout, de monter les dossiers, d'avoir des gens qui s'occupent de ça, d'avoir des conseils, ça coûte de l'argent. Et enfin, je peux pas m'empêcher de me dire, c'est encore celui qui fait bien qui doit payer pour montrer qu'il fait bien. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été monté dans le sens inverse? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est pas ceux qui font mal qui doivent payer finalement? C'est une question un peu plus philosophique, si tu veux. C'est-à-dire que ça marcherait si tout le monde était de bonne foi, ou alors je n'accuse personne de mauvaise foi, mais enfin, si tout le monde, dans un monde idéal, ça marche comme ça, le monde n'est pas idéal. Peu, tu vois, c'est comme la bouffe. Tu vas acheter du bio, et ben le label bio, ça coûte une fortune. Pourquoi est-ce que c'est pas tous les autres qui ne seraient pas bio, qui devraient payer en fait un label pas bio, quoi? Alors ça, c'est moi, plutôt que philosophique, c'est plutôt une réponse politique en fait. C'est le régulateur, c'est le législateur qui choisit ce genre de choses. Il faut savoir que la tendance est quand même d'aller vers le terme c'est pollueur-payeur, mais en fait tous les sujets de taxe carbone ou d'autres, alors on l'a vu sous le prisme des gilets jaunes, mais si on sort de ce prisme de la consommation à la pompe, en fait des amendes ou des taxes ou des éléments pour les immeubles qui sont pas vertueux, c'est en train d'arriver. Donc, aujourd'hui, C2E, en fait. Oui, mais sans aller jusqu'au C2E, ce qu'on disait sur les DPE, les immeubles qui sont vraiment pas performants, ils vont pas pouvoir être loués. Le propriétaire de cet immeuble pas performant, il va payer. Enfin, il va payer en n'ayant plus de marché, en ayant d'autres choses. Donc, en fait, c'est la tendance, c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, c'est vrai que quand on est un petit peu convaincu, entre autres, de la crise environnementale et des autres crises, on aimerait bien que ce soit fait plus vite, plus fort. Bon. Mais si on regarde, on est quand même dans cette tendance-là. Et donc, c'est pour ça qu'on dit intégrer l'ISR aujourd'hui, intégrer le ESG, c'est anticiper les réglementations à venir. Il y en a qui sont déjà écrites et pas encore appliquées, mais les autres, elles vont arriver. Et alors, si je veux reprendre un peu de recul là-dessus et avoir une vision un peu plus macro, c'est notamment une question qui était posée, c'est pour le profane, à un moment, on s'y perd, parce que là, on sait, il y a aussi le décret tertiaire qui est sorti, donc il y a aussi une démarche d'amélioration, cette fois imposée à tout le monde, enfin en tout cas à partir d'un certain critère. Alors, on a compris que l'ISR, c'est une démarche volontariste. Le décret tertiaire, c'est une démarche dont on n'a pas le choix, qui est imposée. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas quand même un recoupement là-dedans? Est-ce que quand on respecte le décret tertiaire, est-ce qu'on est forcément ISR? Et inversement? Non, je vais éternuer. J'avais fini la question. Et presque, du coup, avec les autres labels, le BRIM, etc., est-ce qu'à un moment, là-dedans, alors nous, presque tous les trois, c'est notre métier, l'immobilier, mais j'imagine que parfois l'analyste d'un assureur, il est peut-être moins au fait de l'immobilier, et donc du coup, à un moment, là-dedans, il y a plein de réglementations qui arrivent. Du volontarisme, de l'imposer, des labels, des trucs, et puis il a un locataire qui lui dit moi si je suis pas BRIM excellente, je loue pas. Enfin, là-dedans, comment on s'en sort finalement? C'est un peu la jungle. C'est un peu la jungle, effectivement, en ce moment. L'ISR, d'abord, c'est une chance nouvelle, donc c'est ce dont on parlait. Hein. Il y a très peu de gens qui sont au fait. On parlait des difficultés de recrutement sur ce domaine. Donc, s'il y a des jeunes, allez-y. Il y a un vrai marché. Il y a un boulevard pour vous tous. Et effectivement, il y a très peu de personnes. On est de plus en plus nombreux à appréhender correctement toutes ces différentes strates de réglementation, de labellisation, de certification volontariste. Ce que tu disais, par exemple, les labels BRIM, etc., c'est au niveau de l'actif. Donc, ça a des liens, évidemment, avec la labellisation au niveau des fonds ou à la RSE qui est au niveau de la société de gestion. Mais c'est à chaque fois, c'est complémentaire, mais c'est différent. Et le décret tertiaire, par exemple, c'est quelque chose qui ne s'intéresse qu'à l'énergie, alors que le label ISR, par définition, on a voulu une approche très holistique, donc qui va bien au-delà de l'environnemental, en prenant en compte le S et le G. Donc, les réglementations, en plus, entre elles, ne convergent pas. Enfin, tout ça, c'est très technique et très compliqué. Oui, il y a besoin de beaucoup d'exercices de pédagogie, de simplification, de sensibilisation. Et on passe, énormément de temps avec nos parties prenantes, nos distributeurs, nos analystes, nos investisseurs. J'ai presque envie de dire, on n'aurait pas pu, au lieu de faire le décret tertiaire, imposer
que tout soit labellisé ISR? Alors, je ne vais pas forcément répondre à cette question-là, mais je vais dire, y compris nous, professionnels sur ce secteur-là, on passe beaucoup de temps à savoir et à comprendre les réglementations, parce que tu n'as même pas parlé des réglementations qui sont européennes et qui sont en train d'arriver et qui ne sont même pas encore appliquées et traduites en réglementation française. Donc, c'est encore plus compliqué que ce que tu as juste cité. Et en plus, tout ça est un peu divergent. Donc, même les autorités françaises voient cette divergence et essayent de faire converger tout ça, mais ils n'ont pas la compétence pour comprendre vraiment toutes les imbrications et donc pour pouvoir essayer de le faire converger. Donc, il y a une volonté d'essayer de faire converger tout ça, mais ça arrive de tellement d'endroits différents que c'est effectivement assez compliqué. On va le dire assez simplement, le label ISR, ça concerne des fonds d'investissement. Alors, je vais rester sur l'immobilier, des fonds d'investissement immobilier. Et ça donne une vision globale. Il faut avoir en tête, le label ISR, il impose, entre autres, d'aller au-delà de la réglementation. Donc, si vous avez un fonds ISR, vous savez au moins vous respectez la réglementation et que ça va au-delà. Donc ça, c'est une première réponse par rapport au décret tertiaire, au DPE et à tous ces éléments. Après, effectivement, il y a les différentes échelles. Il y a l'échelle politique nationale, européenne, nationale, au niveau d'une société de gestion, au niveau d'un fonds et au niveau d'un actif immobilier. Donc tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup de strates. Ce n'est pas hyper évident, mais nous, on défend ce label ISR immobilier parce qu'il est justement, comme il est fait par des professionnels de l'immobilier et garanti par un certificateur, il permet d'être au bon niveau avec à la fois une ambition d'avoir un impact, mais positionné suffisamment pour avoir des moyens d'avoir cet impact-là. Et c'est là où ça clarifie, à notre sens, ça clarifie vraiment les choses, parce que si je peux citer chacune de tes strates et te fixer les limites de chacun des modèles. L'ISR, le label ISR appliqué à des fonds immobiliers, il a cet avantage, il a une ambition, mais une ambition à 3 ans d'avoir déjà un impact. Le BRIM, c'est quelque chose, et pour le coup, ça, tu le sais bien, tu ne le fais pas sur des immeubles de moins de 2 ou 3 000 m². Le décret tertiaire, c'est que sur les immeubles bureaux de plus de 1 000 m², je simplifie, mais à peine. La réglementation européenne, elle va s'appliquer un peu à tout le monde, mais du coup, de la même manière, à des fonds qui sont des fonds immobiliers et à des fonds qui sont des fonds d'entreprises cotées actions, obligations, alors que quand on est investisseur, on investit quand même très, très différemment, donc ce n'est pas forcément hyper homogène, hyper cohérent, etc., etc. Donc oui, c'est la jungle. Il y a une volonté de faire converger tout ça, mais c'est compliqué parce qu'on parle à des échelles d'interlocuteurs qui sont très différentes. Et là, du coup, je te pose une question à toi, Thomas, plus qu'à Valérie, parce que avec tous ces labels et notamment ce fonds ISR, autant la française, on voit bien que c'est un smirmore, qu'on peut y foutre un éléphant dessus, il n'y a pas de problème. Autant cet éléphant-là qui représente l'ISR, comment tu mets pour mettre sur un vélo, tu vois, c'est-à-dire quand tu as un tout petit fonds, tu n'as pas les moyens. Je ne suis pas sûr que tous les fonds aient une directrice de la recherche de l'ISR immobilier. Je te confirme que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir une Virginie Valu qui regarde tout ça. Ça, je te le confirme. Alors, c'est un des points sur lesquels on a beaucoup insisté quand on a construit le référentiel ISR, c'est que le fait de pouvoir choisir ces stratégies fait qu'on peut adapter la grille ESG, donc les moyens qu'on se donne pour faire progresser, à la taille de la société de gestion et à la taille du fonds. Donc, la plupart du temps, quand même, les sociétés de gestion qui sont un peu plus petites, elles ont des patrimoines aussi un peu plus petits, c'est-à-dire qu'elles ne gèrent pas 57 milliards, dont la moitié en immobilier. Et donc, du coup, cette notion de levier d'action est proportionnelle à la taille du patrimoine. Et c'est un exemple tout simple, mais on en a beaucoup parlé. Aller relever les consommations énergétiques d'un patrimoine de 27 milliards à peu près, ou aller chercher les consommations énergétiques quand on a un fonds qui a une vingtaine d'actifs répartis en France, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, du coup, les moyens qu'on va se donner pour mettre en place l'ISR, ils sont quand même proportionnels à la taille du fonds, donc à la taille de la société de gestion. Ce label ISR, il s'applique, y compris à des petites sociétés de gestion qui peuvent mettre en place les démarches vertueuses à leur échelle. Et encore une fois, ce n'est pas uniquement de la facilité, c'est qu'on va aller chercher, ils auront les mêmes indicateurs, mais c'est sur un plus petit fonds, mais il y aura les mêmes indicateurs et le même engagement, la même obligation d'aller montrer une amélioration de la performance.
Après, je pense que même sur un vélo, la question, c'est où tu mets le vélo. C'est-à-dire, est-ce que tu le mets au centre de ton vélo ou est-ce que tu le mets, tu vois, sur la remorque où c'est un peu plus difficile à pousser, quoi. Et si tu l'embarques avec toi au centre de ton vélo, tu vas voir, tu vas pouvoir pédaler très, très bien et tu vas y arriver. Ok. Là, je pense, même si le but, c'est pas du tout de rentrer dans le détail, mais c'est juste pour ouvrir un peu les chakras de tout le monde et bien comprendre. Est-ce que vous pouvez, en 3 mots, nous comparer l'ISR, la taxonomie, le disclosure, parce que je pense que tout le monde est perdu. Donc, on a parlé avant le live, donc je sais que c'est compliqué, on ne veut pas rentrer dans le détail parce que ça va être imbuvable, mais juste vraiment expliquer en 3 mots si c'est différent, si c'est la même chose. Si quand on parle d'ISR, on ne parle pas des 2 autres et on ne s'en occupe plus, et voilà. Alors, je vais essayer. Hein, il faut comprendre que ça prend effectivement beaucoup de temps. Donc, la taxonomie, c'est une démarche européenne, de la Commission européenne, qui a essayé de faire une cartographie des activités économiques qui vont dans le sens d'une transition, pour l'instant écologique. Il y a une question sur le social, mais pour l'instant, on se concentre sur l'écologie. Quelles sont les activités économiques qui contribuent à une transition écologique? Parmi toutes ces activités, l'immobilier a été sélectionné comme étant une activité potentiellement contributrice à cette transition écologique. Et la taxonomie, pour plein de raisons très techniques, a donné des critères pour dire, dans l'immobilier, ce qui contribue à la transition écologique, ce sont les immeubles très performants. Je vais très vite, mais je simplifie un petit peu, et c'est ça. Et donc, la taxonomie a une volonté de flécher des investissements pour des activités qui contribuent à la transition. Mais l'immobilier a une grosse différence par rapport aux autres activités, c'est que dans l'immobilier, on achète un actif inerte. Ce sont des murs. Et donc, l'enjeu, c'est comment on transforme ces murs et on transforme les impacts. Alors que les autres activités, ce sont des entreprises qui ont une activité économique, qui ont un chiffre d'affaires. Et donc, du coup, ça s'applique assez difficilement. Et c'est pour ça que, dans un souci de simplicité et parce que c'était très technique, la taxonomie, à notre grand regret, hein, parce qu'on a essayé de faire remonter ce type de dysfonctionnement et on n'a pas réussi, c'est au niveau de la Commission européenne. Donc, à notre regret, la taxonomie est restée sur la définition de l'immobilier vertueux, c'est les actifs très performants énergétiquement. Et on trouve que c'est très, très, très réducteur. Ça, c'est la taxonomie. Disclosure est une obligation réglementaire de faire du reporting sur de l'extra-financier. Alors, il y a plein de strates, de niveaux d'engagement, de niveaux de choses comme ça. Et en plus, les textes d'application ne sont pas encore complètement publiés. Donc, on est encore un petit peu sur des grands principes et on ne sait pas très bien comment ça va se décliner. Dans le cas des fonds immobiliers, ça veut dire que les fonds qui se disent durables ou ESG ou soutenables ou ISR doivent donner des éléments de reporting. Encore une fois, les décrets, les modalités techniques d'application ne sont pas encore complètement sorties, mais on pense que ça veut dire qu'il faudra dire quelle est la part du patrimoine d'un patrimoine immobilier qui effectivement est aligné avec la taxonomie et quelle est la part du patrimoine qui est vraiment très mauvaise, avec une définition de très mauvaise qui est DPE, EFG. Voilà. Donc c'est assez limité, mais c'est un premier pas vers une obligation de reporting ISR. Et on voit que là, la grosse différence avec le label ISR, c'est que quand on est dans le reporting là, on ne s'impose pas de progression et d'amélioration. Dans le label ISR, on construit soi-même les critères, ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, on a des indicateurs et on s'oblige une amélioration de la performance de ces indicateurs. Et c'est pour ça que c'est volontariste, parce que c'est volontaire, c'est une démarche volontaire, parce qu'on s'engage sur une progression. Donc voilà, en essayant de faire très très court. Et du coup, si tu es ISR, tu intègres forcément le disclosure, puisque tu es obligé de reporter le fait que tu progresses. Oui. Oui. Ouais. Oui. C'est pas aussi simple que ça, mais oui, en fait. Non, mais si on simplifie, là, sauf si quelqu'un veut vraiment devenir spécialiste du sujet, il se portera dessus, mais sur le principe, c'est à peu près ça. Quoi. Sur le principe, quand on est labellisé ISR, ça veut dire qu'on se prétend de l'ISR, ça veut dire qu'on est obligé de rentrer dans la démarche de reporting, de disclosure, qui a 2 échelons, et c'est là où il y a encore plein de débats techniques. Mais notre manière d'aborder ça, c'est taxonomie, c'est une photo à un moment T, on nous demande de reporter sur une définition de ce qui est durable, et effectivement, on a quand même de gros doutes sur la pertinence de la définition. Oui, là, pour le coup, on est vraiment, il faut acheter un truc neuf qui est nickel, et puis ça marche. Quoi.
Mais concrètement, il faut bien comprendre que taxonomie, c'est un effort de l'Europe pour classifier ce qui est durable de ce qui n'est pas durable dans quasi tous les secteurs économiques. Donc, c'est hyper compliqué. L'Europe, c'est 27, imagine les tractations dans tous les sens. Et l'immobilier, c'est un peu la dernière chaîne du maillon qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de traiter. Quoi. Donc, complètement. Voilà. D'ailleurs, en ce moment, alors c'est juste parce que c'est d'actualité, mais en ce moment, il y a des tractations pour faire rentrer le nucléaire comme étant un élément de la taxonomie vert. Du coup, il y a des pays en Europe qui disent oui, mais du coup, le gaz, non, mais le gaz, c'est vert. Et du coup, il y a des débats. Alors que la taxonomie se voulait être un résultat d'experts techniques et scientifiques, ça devient un enjeu politique. Donc, voilà, il faut bien replacer la taxonomie à son niveau, dans son contexte. Au départ, c'est une démarche très louable, très vertueuse. Et quand on rentre dans le détail, en particulier pour nous, acteurs de l'immobilier, on est un petit peu déçus parce qu'on a l'impression que ça rate un peu le coche et que ça rate l'objectif initial. Mais on a l'habitude, dans le cadre de la notion d'investissement, d'être un peu des exclus, puisque c'est ce qu'on disait sur la définition de l'ISR. Tu vois, la définition de l'ISR encore aujourd'hui n'inclut pas l'immobilier, c'est dans des entités privées ou publiques. Donc, voilà. Donc, c'est ce décalage-là qu'on subit aussi au niveau de la taxonomie. Mais du coup, tu me tends un peu le bâton, là, justement, pour un peu finir là-dessus. C'est peut-être la dernière question, ou alors il y en aura peut-être une autre, mais aujourd'hui, clairement, l'ISR global est assez décrié comme étant du greenwashing. Notamment, on avait déjà parlé, mais Marc Rantino, via sa newsletter, qui effectivement émet régulièrement des doutes sur le fait qu'un fonds ISR hors immobilier, mais donc ISR général, c'est un peu du flan. Est-ce que du coup, alors forcément vous allez me dire non, hein, j'espère d'ailleurs. Mais là, il y a de la Valmov, donc je vais te laisser répondre. En quoi Ah bon, d'accord. Alors, même si je pense qu'on a déjà beaucoup répondu à la question, mais pour synthétiser, en quoi on ne peut pas considérer que l'ISR IMO, c'est du greenwashing, clairement? Pour moi, parce que justement, on a cet engagement de progression. C'est-à-dire, est-ce qu'on va suffisamment vite, suffisamment loin? On peut se poser la question, encore une fois, mais si c'est pour décourager tout le monde dès le début, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a une véritable ambition qui est portée par ce label, qui est de fixer des plans d'action très concrets, et on va voir les résultats année après année. Sur l'immobilier, le label ISR, l'extension immobilière du label ISR, elle est très récente. Et jusqu'à présent, il est vrai qu'on avait un peu une compétition à qui dirait qui est plus blanc que blanc, enfin, qui est plus vert que vert. Or là, on est quand même en train de normer tout ça. Disclosure, c'est aussi pour effectivement atteindre. Et la position de l'AMF, c'est pour normer la façon dont on communique. Et je pense que ce que disait Thomas est très vrai sur j'annonce ce que je vais faire. Et ça, le marché collectivement était très bon pour ça. Sur la deuxième partie, je fais ce que j'ai dit. Le marché avait il y avait moins une unanimité, on va dire, là-dessus. Or, le label ISR vient porter cette exigence de je fais ce que je dis. Alors, déjà, effectivement, je vais repositionner le fait qu'il y a énormément de fonds qui sont labellisés ISR. C'est le même décret ministériel, c'est le même tampon, mais la grande majorité de ces fonds, c'est des fonds de valeur mobilière, donc des fonds à actions obligations. Et les critiques de Marc Rantino et tous les autres qu'on a sur l'ISR, ça concerne bien cette phase des valeurs mobilières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de critique grand public ou d'éléments sur les fonds immobiliers. À la fois, c'est trop nouveau, et à la fois, nous, on pense qu'on a des fondamentaux vraiment solides. Donc aujourd'hui, quand on voit les critiques sur la label ISR, c'est bien sur la partie valeurs mobilières. Il y a une réflexion, ça a été entendu, alors là, je ne parle pas du tout pour moi, mais ça a été entendu par la direction du Trésor, le propriétaire du label, le comité du label, et ils sont en train de repenser quelques éléments pour répondre à ces doutes qui proviennent du marché. Bon, ça concerne la partie qu'on appelle valeur mobilière. Sur l'immobilier, ça c'est très récent, et on a pris des démarches concrètes parce qu'on est sur des actifs réels. Donc la transposition est quand même, enfin c'est très différent, l'immobilier et les valeurs qu'on appelle mobilières. Donc nous, on est sur quelque chose avec des vraies mesures et on est sur des actifs réels. Donc on est sur des impacts réels qu'on sait aller mesurer. Et c'est pour ça que on fait ce qu'on dit. Et donc du coup, cet élément de reporting et d'indicateur, c'est ça qui va montrer la qualité et la réalité
de l'impact du travail des gestionnaires qui s'intègrent dans une démarche ISR. Et encore une fois, le certificateur externe, ce qui va venir garantir, c'est que si c'est indiqué qu'on fait ça, qu'on a tel objectif et qu'on a telle mesure, alors le certificateur est déjà venu passer et il est déjà venu vérifier dans tous les chiffres, dans tous les tableaux et auprès de tous les acteurs que oui, ces éléments ils sont bien intégrés dans toute la gestion quotidienne de l'immobilier et oui, les engagements pris sont mis en œuvre et donc seront respectés au niveau de l'impact. Un dernier point peut-être juste pour expliquer à ceux qui nous écoutent que un actif immobilier, la société de gestion, on a la gestion quotidienne. C'est-à-dire que moi, je gère mon actif. Donc, si je veux avoir un impact, c'est plutôt facile. En valeur, enfin, c'est plutôt facile, pour autant que je m'en donne les moyens. En valeur mobilière, quand vous achetez une action totale, c'est assez compliqué d'infléchir la politique totale. Là, on a vraiment un lien direct sur la gestion de l'immeuble et donc sur la possibilité d'avoir un impact. Oui, donc le fonds qui achète de l'action totale, il est. C'est pour les vendre si jamais il se rend compte que ça ne rentre plus dans sa politique. C'est pour ça qu'on est très confiant sur le fait que les sociétés de gestion, les fonds qui se lancent dans cette démarche, on va le voir l'impact. Alors c'est vrai que c'est tout nouveau, donc il n'y a pas de ce qu'on appelle de track record, il n'y a pas encore d'historique, mais ça va se voir et c'est dans le temps qu'on va mesurer ces impacts, qu'on va mesurer les actions ISR et le label a été construit pour vraiment que ces impacts soient réels. Alors, deux questions. La première, je ne suis pas sûr de bien comprendre comment se fournir les éléments de reporting évoqués par Thomas. Alors, je ne sais pas si on entend les éléments de reporting ISR ou disclosure. Alors, je vais plutôt parler des éléments de reporting de la grille. Il nous reste 4 minutes, donc il faut Ok, je vais faire super vite. Justement, et Virginie l'a mentionné, en fait, un gros point en termes de charge de travail pour une société de gestion qui veut aller dans l'ISR, c'est d'aller collecter de la donnée extra-financière. C'est quelque chose qui n'était pas usuel dans les sociétés de gestion et dans l'immobilier. Donc, on va aller collecter cette information. Alors, il y a plusieurs moyens. Soit on passe par le locataire, soit on passe par le mainteneur courant, soit on passe par des cabinets spécialisés qui vont sur place et qui vérifient telle ou telle information. Et après, on fait vivre cette donnée. Alors, il y a des choses qui ne bougent pas tous les ans. Par exemple, la proximité avec les stations de métro. Ça, une fois qu'on a l'information, s'il y a une nouvelle station de métro, on le sait, ce n'est pas la peine d'aller rechercher. Par contre, les consommations énergétiques, ça, tous les ans, on va mettre en place un process pour remonter cette information, tout d'abord au niveau de chacun des actifs, et ensuite, on va faire un travail. Alors ça, chaque société de gestion va avoir sa propre méthode. On va faire un travail de compilation de tous ces éléments pour faire des indicateurs de reporting. Et c'est bien les indicateurs dont je parle depuis le début, c'est là-dessus qu'on va mesurer la performance. Et sur la taxonomie, le disclosure, etc., non, c'est plutôt d'un point de vue obligation, c'est-à-dire que si c'est une réglementation européenne, je prends pour la taxonomie, est-ce qu'à un moment, il y a des sanctions si on n'applique pas ou alors que c'est une démarche volontariste qui fait que soit on est ISR, mais si on ne l'est pas, on n'est pas taxé parce qu'on n'est pas. Quoi. Alors vraiment, distinguons taxonomie et ISR. Hein, c'est vraiment deux choses différentes. Justement, la taxonomie, de ce que j'ai compris, c'est une réglementation européenne, donc potentiellement applicable à tout le monde. Alors, oui, mais c'est une réglementation qui définit ce qu'est de la finance durable, qui n'interdit pas la finance non durable. C'est une obligation de transparence finalement. D'accord. Donc il n'y a pas aujourd'hui, alors il y a la volonté, la stratégie de la Commission européenne par rapport à la finance durable, c'est dans un premier temps de délimiter qu'est-ce que c'est que la finance durable. Disclosure vient dire on va obliger les acteurs à communiquer sur la part qui rentre dans cette finance durable. Je vais très vite. Et effectivement, plus tard, on va aider le financement de la finance qui est dite durable. C'est-à-dire que les institutionnels ou les banques centrales vont avoir des intérêts à financer des projets qui s'inscrivent dans la taxonomie. Ça, c'est encore c'est le stade dans lequel on n'est pas. Donc, c'est un niveau beaucoup plus politique que ça va se jouer. Aujourd'hui, ce qui s'impose à nous et aux acteurs, c'est une notion de transparence par rapport à ça. Il n'est pas, pour l'instant, question de sanction pour ceux qui ne seraient pas là-dedans. On est plutôt on définit le scope dans lequel on veut aboutir dans les 5, 10, 15, 20 ans et on va créer le chemin progressif pour essayer de s'inscrire complètement dans cette notion de finance durable. Ok, je crois qu'on a fait un bon tour du sujet. Donc pour moi, c'est plus clair, même si on avait déjà parlé ensemble avant. Donc, deux dernières choses. C'est un peu connexe, mais nous, on recherche un stagiaire un peu RSE parce qu'on voudrait être labellisé Bicorp, pareil, qui est un process évolutif. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas.
à nous contacter. Bah, Thomas, si tu veux, j'ai beaucoup de nos clients et même peut-être nous à notre niveau, mais si vous êtes intéressé par l'ESG au niveau immobilier, contactez-moi, il y a vraiment de la demande. Thomas recherche aussi des gens. Vous pouvez aussi m'appeler. Voilà, par contre, ils sont en concurrence, là, vous pouvez faire monter les enchères. Merci beaucoup en tout cas, vraiment super intéressant. Et puis voilà, on sent vraiment que vous maîtrisez super bien le sujet, donc c'est vraiment top. Merci beaucoup, merci à tous, et puis à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, au revoir.